Bonsoir à tous. Bonsoir. Première chose, en introduction, je tiens à m'excuser auprès du public restreint mais existant de nos parties multijoueurs sur Crusader Kings 2. Il s'avère que par une malheureuse manœuvre de ma part, la session 5 n'a pas été enregistrée. Bon, c'est de l'amateurisme habituel, mais bon, ça fait que 3 mois que je me suis lancé dans l'activité, donc ce sera excusable. Il n'empêche que elle n'a pas été enregistrée, donc elle n'est pas diffusée sur YouTube. Donc j'en suis désolé. D'autant plus que ça a été une partie fort intéressante, une session très active où il s'est passé énormément de choses. Donc malheureusement, on essaiera de faire le point vendredi prochain en début de session pour vous présenter un petit peu les aventures que nous avons tous connues respectivement sur nos possessions et dépendances. Voilà. C'était le message introductif. Toutes mes excuses pour ce petit désagrément. Voilà, donc allons-y pour ce soir. Donc ce soir nous présentons, vous l'avez vu sur le titre, Oblomov. Comme d'habitude, présentation de l'objet. Le livre fait 570 pages. Il est paru en 1859. Il a été écrit par Ivan Goncharov et vous le trouvez normalement au prix, somme toute abordable, de 10 €. Comme d'habitude, commençons un petit peu par l'auteur et puis le contexte qui entoure l'œuvre. Donc commençons par l'auteur, que vous voyez ici à l'écran. Donc Ivan Alexandrovitch Goncharov, il est né en 1812 et il est mort en 1891. Il est donc un homme né avec la campagne de Russie et mort avec l'alliance franco-russe. Alors, ça fait réfléchir, comme disait l'autre. Même si, dans le fond, ça fait un petit peu réfléchir, oui, ça désamorce un peu l'épilepsie de l'instantané en politique. Anecdote mise à part, il couvre donc le 19e siècle en son pays. Il est l'enfant classique chez les écrivains russes du temps, disons, représentatif pour beaucoup d'entre eux d'une classe sociale, l'enfant donc d'un riche propriétaire déjà vieux. Il fait des études classiques elles aussi, dont la seule chose à noter est qu'il y fréquente une génération assez exceptionnelle, composée de Lermontov, de Herzen ou de Tourgueniev, avant d'entamer une carrière de traducteur au ministère des Finances, puisqu'il parle plusieurs langues, il parle, je sais plus, allemand, français et anglais, je crois. Et il aura d'un point de vue administratif une très bonne carrière, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous préoccupe, puisque Bruno Le Maire aussi a une belle carrière administrative, supérieure sans doute à celle de Goncharov même, mais Dieu ne pouvant pas distribuer tous les talents à un seul homme, Goncharov, lui, sera un bon écrivain. Écrivain par ailleurs rare, on prend au doute, il publie sa première œuvre seulement en 1847, et il n'écrira finalement qu'assez peu, bien qu'ayant connu à chaque fois le succès. Devenu donc haut fonctionnaire, introduit dans le milieu littéraire, il reste surtout dans l'histoire comme l'écrivain d'un livre principal, d'un livre capital, d'un livre éminent, j'ai plus d'adjectifs, qu'est Oblomov. Je vous demande juste une petite seconde, hop, le diaporama, et voilà. Donc roman publié en 1859, mûri assez longtemps, je crois pendant 10 ans par l'auteur, et écrit très rapidement en quelques semaines, payé 10 000 roubles par son éditeur, ce qui est une somme colossale pour l'époque pour un livre, ça équivaut, j'ai fait mes petites recherches, je me souviens à l'époque, à peu près plus ou moins l'année de revenu d'un noble modeste propriétaire. Donc ça n'est pas rien. Et le livre est tout de suite un succès éclatant, salué aussi bien par Tolstoï que Dostoïevski pour différentes raisons. Son héros, Ilya Ilitch Oblomov, devient un mythe littéraire russe et donnera naissance au caractère de l'oblomovisme, qu'on appelle aussi péjorativement l'oblomoverie, et l'Oblomovtchina en russe, où toute une génération et toute une classe sociale va se reconnaître dans la langueur, l'oisiveté, l'inutilité, le refus de vivre au sens plein, l'absence d'énergie et de souffle vital, et va frissonner face à ce terrible reflet de leur propre vide. Cet oblomovisme, pour parler en français, devient la définition de l'homme inerte, apathique, rêveur, entre la maladie et le caractère naturel, dont les désirs ont été vaincus par l'envie de ne pas vivre au-delà de ses limites. Il devient, hors la littérature, en histoire même,
un petit peu le symbole de la noblesse russe d'Ancien Régime, ou de fin d'Ancien Régime, bien malgré l'auteur d'ailleurs, puisque c'est, enfin en tout cas pas tout à fait selon sa volonté. Et si l'on élargit la vision de l'œuvre, si on prend le contexte global d'écriture, la Russie est à cette époque à peine sortie de sa défaite en Crimée. Or, précédent de l'histoire russe, souligné notamment, je me souviens, par Solzhenitsyn, cette défaite marque une impulsion, un regard tourné vers l'Occident et un appel d'air pour le progrès entre guillemets libéral. Il faut que, c'était la thèse en substance de Solzhenitsyn, il faut que la Russie perde pour avancer dans l'histoire. C'était un étrange écho actuel. C'est donc une Russie coincée entre deux mondes, géographiques et temporels, qui s'offre à nous. Et ce caractère un petit peu d'entre-deux se retrouve chez les deux personnages principaux de l'œuvre, que sont Oblomov et Stolz, son ami d'enfance. On y reviendra. Et donc Oblomov est un personnage à l'immobilité maladive pour qui tout mouvement est une épreuve. Il est, là aussi dans la tradition littéraire russe du 19e, ce qu'on appelle un personnage caractère, comme peut l'être l'idiot, le prince Mishkin de Dostoïevski, qui balance entre réalisme et romantisme littéraire. Et autour de lui s'agite le monde des bons qui s'inquiètent et des mauvais qui dépouillent. Oblomov lui-même en russe tire son nom d'Oblom, qui est une brisure, il est un homme dont le mécanisme intérieur est brisé. Bref, Oblomov, c'est l'homme couché, inerte et plongé dans une mélancolie du souvenir et des possibles qui finira totalement vaincu par son abouli. Mais est-il seulement ça ? Sans doute pas. Voilà, on y reviendra après avoir déroulé un petit peu le fil des événements dont nous fait part l'auteur. Donc que raconte cette histoire ? Oblomov se découpe, on va dire, en 4 parties principales. D'abord la description d'Oblomov, de son valet et de leur journée, l'arrivée de son ami Stolz et l'amour qui frappe, puis la fuite, et enfin l'apaisement et la mort. Le roman s'ouvre donc par sa galerie de personnages, en commençant par Oblomov. Je cite l'auteur. « C'était un homme de 32 ou 33 ans, de taille moyenne, à la figure agréable, aux yeux gris foncés. Mais on eût vainement cherché à lire sur ses traits le moindre signe de volonté ou de profondeur d'esprit. Sa pensée voltigeait sur son visage comme un oiseau, tournoyait dans son regard, se posait sur ses lèvres entr'ouvertes, puis disparaissait complètement, et l'insouciance éclairait alors son visage. » Oblomov est donc dans son appartement de location, comme il est locataire de sa propre vie, il est l'homme le plus horizontal qui soit. Je cite à nouveau. La position allongée n'était pas pour Oblomov un besoin, comme elle l'est pour un malade ou quelqu'un qui a sommeil. Ce n'était pas un hasard, comme pour un homme fatigué, pas non plus une volupté, comme elle peut l'être pour un paresseux. C'était l'état normal. Vient ensuite la description cocasse du maître et de son serf, couple qui va devenir un mythe de la littérature russe. Je vous les mets ici tous les deux. Parce que Zakhar, donc le serviteur toujours présent, est lui aussi un personnage du grand théâtre russe. Il est le serf sale, maladroit et malhonnête, mais fidèle jusqu'à la mort, se répandant en critique sur son maître, mais prêt à le défendre envers et contre tout. Il est la conscience active d'Oblomov, mais il agit dans le vide, contraint et forcé par le pouvoir du maître. Pouvoir naturel et accepté d'ailleurs dans son principe, mais toujours appliqué de mauvaise grâce. La deuxième phase de la société russe, donc, ceux qui font encore tourner cette société par leur activité, mais qui la font tourner à reculons et qui ne sont finalement pas meilleurs que leur maître. Ils ont plus ou moins les mêmes défauts, pourrait-on dire, ou des défauts différents, mais toujours des défauts. Ce couple étrange passe donc une matinée active à chercher les objets qui traînent dans l'appartement, à réprouver leurs travers et se défendre de leurs défauts. Zakhar n'est que la seconde conscience d'Oblomov, à qui il délègue l'action, parce que ce dernier s'empresse d'ailleurs d'esquiver toujours par fatalisme. C'est aussi dans l'appartement le bal des visites, de ceux qui veulent le détrousser, le choyer, le railler. On y trouve le mondain, le fonctionnaire, le poète, tous occupés, très dissipés à la poursuite de leur parcelle de ce qui est un néant. Je cite l'auteur faisant parler Oblomov. « Courir en 10 endroits différents dans la même journée. Le malheureux, conclut-il, s'allongeant sur le dos, et se réjouissant de n'avoir aucun de ses désirs et de ses vaines pensées, de ne pas se démener en somme, mais de rester étendu, gardant ainsi sa dignité humaine et son repos. » Vient ensuite la personne d'Ilya Ilyich Oblomov derrière la parure physique. Son statut dans la table des rangs, secrétaire de collège, au bas d'une table
qui est le symbole de la hiérarchie sociale voulue par Pierre le Grand, et obsession de la société russe. Je vous mets ici, hop, le tableau synoptique. Donc, obsession de la société russe, les 300 cerfs qu'Oblomov possède et qu'il n'a jamais vus, et les rentes dont il jouit. Comme tous les individus, à toutes les époques, passent les années et s'enterrent pour notre héros les rêves et frappent aussi, à un moment, la réalité. Je cite. Il croyait que la fréquentation du bureau n'était nullement une obligation à laquelle il fallait se soumettre tous les jours. Selon lui, la boue, la chaleur, une simple indisposition étaient des événements tout à fait suffisants pour qu'on s'absentât légitimement et négligeât ses travaux. Aussi se montra-t-il très affligé quand il s'aperçut qu'il fallait au moins un tremblement de terre pour dispenser à un fonctionnaire bien portant de se rendre à son bureau. Il quitte donc très rapidement le monde du travail, muni d'une attestation dûment remplie, je vous le cite. Je sous-signe et certifie que le secrétaire de collège Ilya Oblomov est atteint d'une hypertrophia cordis cum dilatione eius ventriculi sinistri, ainsi que de douleurs chroniques au foie avec menace d'une évolution dangereuse pour la santé, voire la vie du malade, les accès étant dus, selon toute probabilité, à la fréquentation journalière du bureau. En conséquence, et afin d'éviter le renouvellement et l'aggravation des dits accès, j'estime nécessaire pour M. Oblomov d'interrompre à titre provisoire son travail de bureau, et d'une manière générale, je lui demande de s'abstenir pour l'instant de tout effort intellectuel, comme du reste, de toute activité, quelle qu'elle soit. Et petit à petit, Oblomov devient l'homme couché et l'esclave de ses habitudes rassurantes. Vient ensuite la description de Zakhar, chevalier avec peur et avec reproche. Il est le fruit de deux mondes et de deux époques, l'une de laquelle il tient la fidélité à son maître, et l'autre le raffinement et la corruption nouvelle des mœurs. Je cite à nouveau Goncharov. Zakhar serait mort pour son maître, mais s'il eût dû passer une nuit à son chevet, que la santé et même l'existence du maître eussent dépendu de sa vigilance, il se serait endormi, et cela sans aucun remords. Après une journée vide et bien remplie, les soucis d'Oblomov pourtant dont il se comble l'esprit le plongent dans la mélancolie, et il constate avec lucidité son incapacité d'action. Mais pourquoi suis-je comme je suis ? Se demandait pendant ce temps Oblomov presque en pleurant. Mais les soucis finissent par devenir des souvenirs et il retrouve bien vite la quiétude et le sommeil. Le sommeil l'envoie à l'Oblomovka, son domaine, celui de son enfance et sa propriété, pays de cocagne, sans excès, sans particularité, sans extrême humain ou naturel. C'est le monde apaisé que l'on ne quitte jamais sauf pour mourir, ce que l'on fait en plus la plupart du temps paisiblement. Bref, c'est la Russie éternelle où l'on ne se préoccupe pas du monde en dehors de ce que le regard embrasse. Oblomov s'y revoit enfant, entouré d'amour, d'aliments et sans préoccupation. L'idéal russe de l'Oblomovka, la Russie meilleure des mondes puisque rien n'y change. On naît, on se marie et on meurt et entre-temps, on a bien mangé, on a bien pris du repos. Je cite à nouveau Goncharov. Les gens de l'Oblomovka n'avaient jamais entendu parler des hommes accablés de soucis écrasants qui courent d'un bout à l'autre de la terre ou consacrent leur vie à un travail de toutes les minutes. Les gens de l'Oblomovka croyaient peu aux angoisses de l'âme. Ils tenaient pour insignifiant le tourbillon des aspirations éternelles. Ils craignaient comme le feu l'entraînement des passions. Ailleurs, le corps des hommes se consume rapidement sous l'action volcanique d'une flamme intérieure. À l'Oblomovka, l'âme des gens se noyait paisiblement dans leurs corps amollis. Ces braves gens n'avaient d'autre idéal que le repos et l'inaction. Ils ne rêvaient que d'une vie troublée le moins possible par ces choses désagréables que sont les maladies, les méventes, les brouilles et, soit dit en passant, le travail. C'est donc la Russie du monde d'avant qu'Oblomov représente en personnage tiraillé où, je cite à nouveau, le cours de la vie était réglé une fois pour toutes et imposé par les parents, qui tenaient cette façon de leurs grands-parents, qui, à leur tour, la tenaient des arrière-grands-parents, avec la recommandation de la garder inviolable comme le feu des Vestales. Arrive alors, tirant notre héros de son sommeil, Andrei Ivanovitch Stolz, et la seconde des 4 parties du livre, alors que, effectivement, notre bon Oblomov sort de sa rêveuse léthargie. Stolz, comme son nom l'indique, est un russe allemand, puis bien sûr caricatural du meilleur des deux mondes, de l'esprit laborieux et bourgeois des Allemands, léger et aristocratique des Russes.
Si Oblomov est l'homme couché, Stolz est lui l'homme quasiment mécanique, contrôlant tout, répandant l'énergie vive, commandant son corps et son âme. Il est aussi l'homme fier, hein, comme Stolz, c'est la fierté en allemand. Et il est donc l'homme positivisme et pourtant l'ami d'Oblomov. Parce que ce que l'enfance a tissé est difficile toujours à ronger. Je cite Goncharov, les deux hommes étaient unis par les souvenirs de l'école et de l'enfance, ces deux liens puissants. Stolz essaye de sortir Ilya Ilitch de son apathie, ce qu'il appelle, c'est lui qui appelle ça l'Oblomov-Tchina. Et s'ensuit la discussion des deux amis, Stolz essayant de le pousser à l'action, Oblomov trouvant toutes sortes de manœuvres dilatoires pour remettre sa résolution au lendemain. Et finalement, plutôt que Stolz, il semble que ce soit l'amour qui puisse changer notre brave Oblomov. Olga Sergeyevna, en l'occurrence, peut-elle vaincre la vie immobile de notre héros? Parce que Oblomov a beau passer son temps à songer et à rêver, la femme n'y est pas absente. Son idéal de la quiétude n'est pas celui de la solitude, mais d'une compagnie partagée avec une femme chaste et fière et sans élans inattendus. Tant sa mélancolie reste toujours puissante. Je cite à nouveau. Il revécut en esprit toute sa vie. Pour la 100e fois, le regret et le repentir l'étreignirent. Il s'imagina ce qu'il aurait pu être aujourd'hui si seulement il avait marché de l'avant avec allégresse. Comme sa vie eût alors été belle et pleine et variée. De là, il en vint à se poser la question de savoir ce qu'il était à présent, et comment et pourquoi Olga avait pu l'aimer. On le voit, c'est donc aussi un homme qui se torture. Se persuadant que cet amour entier est une erreur, qu'il conduit une jeune femme à l'abîme, puisque les temps étant ce qu'ils sont, ils ont changé hein, bien entendu, mais nous sommes à une autre époque. Une femme honnête de ce temps ne peut aimer qu'une fois et ne doit pas l'aimer lui, parce qu'elle s'y perdrait. Pourtant, eh bien, il finira par franchir le gouffre et il finira par demander la main d'Olga. Mais ce qu'il aime dans l'amour, c'est encore une fois la poésie et l'imaginaire. Les obligations, les démarches et la réalité de l'amour de ce temps vont avoir tôt fait de détruire le poète et son œuvre plus que fragile et largement imaginaire. Les démarches sont si complexes que le cheval finit par renacler devant l'obstacle. Les nuages sont bas, notre héros n'a plus d'argent du fait de sa négligence, ni courage du fait de tout le reste, et bien entendu, il faudra le dire à Olga un jour ou demain. Je le cite, « Est-ce cela la vie ? Toujours des émotions, toujours des alertes. À quand donc le bonheur paisible, le repos ? Les difficultés sont certes réelles, mais de non-dit en non-dit, de non-fait en non-fait, eh bien, l'amour s'étiole et disparaît dans le renoncement. Et peu à peu, comme de juste, le chagrin se transforme en indifférence et l'amour enflammé fait place à nouveau à cette langueur, à cette Oblomovtchina. Stolz, son double, comment dirais-je, sa copie difforme, reviendra le sonner, déterrer le cadavre vivant qu'il est devenu, mettre de l'ordre dans ses affaires, le sauver aussi des parasites qui le spolient. Lui, Stolz, qui est maintenant d'ailleurs marié à Olga Sergeyevna, qui finit d'ailleurs elle-même, bouclant ainsi la boucle de l'immobile et de l'actif en arrivant un peu au même point, qui finit elle-même par se poser les mêmes questions qu'Oblomov dans des échos lointains de Von Kaiserling dont on avait parlé, de toute cette noblesse balte et de ces grandes questions de l'amour et de la vie. Je cite, « Je me demande, que va-t-il m'arriver encore ? Est-ce là tout le bonheur, toute la vie ? Je commence à n'être plus satisfaite des choses, d'aucune chose. » Bon, on reparlera de l'aspect gentiment philosophique de toute cette histoire d'Oblomov. Mais revenons-en à notre héros. Chez Oblomov et celle devenue sa femme, la propriétaire de son logement qui lui voue un culte, règne maintenant la tranquille abondance et notre héros est arrivé au bout de son chemin. Je cite Goncharov. Réfléchissant sur lui-même et son mode de vie, auquel il s'habituait de plus en plus, il décida qu'il n'irait plus nulle part, qu'il ne souhaiterait plus rien, que l'idéal de sa vie s'était réalisé. Il estimait que sa vie présente, dépourvue de poésie, prolongeait l'existence des Oblomov et que ce n'était pas si mal. Se passent 5 années. Nous rejoignons notre Oblomov, père d'un enfant de 3 ans, victime d'une attaque précoce, affaibli et dans son environnement toujours paisible.
Stolz vient le visiter une dernière fois. L'abîme entre les deux hommes est devenu infranchissable, l'Oblomovchina a définitivement triomphé. Et enfin, 5 ans s'écoulent à nouveau en une fin que l'on peut qualifier de douce amère. Je cite. Mais Oblomov, qu'est-il advenu d'Oblomov? Où est-il? Où? Au cimetière le plus proche, sous un modeste tertre. Oui, son corps repose là, parmi les buissons, dans la paix éternelle. Il s'arrêta de vivre comme s'arrête une montre qu'on aurait oublié de remonter. Et voilà que notre auteur, en son image littéraire, se promène avec Stolz. Sur leur route se dresse le vieux Zakhar, devenu mendiant et aveugle, priant tous les jours pour le salut de son ancien maître. Et Stolz de raconter à notre auteur l'histoire d'Oblomov, perdu, je cite, mort pour rien. Alors, voilà pour, en substance, ce que raconte le livre, dans son contenu, mais fatalement, ce n'est pas tout ce qu'il a à dire. Donc quel intérêt à cette lecture? Oblomov est un objet particulier sur l'âme russe, sur cette Oblomovchina, sur les mœurs du temps d'une partie de la population, et dont sans doute l'hérédité se poursuit jusqu'à nos jours. Assez probable. Il fait partie de ces œuvres nationales, dont on ne sait plus si, à la fin, le livre a inspiré la réalité ou le contraire. Gontcharov, qui était lui-même un homme casanier, porte à l'intérieur cet homme stérile qu'il combat par l'écriture. Rien ne m'appelle, mon âme n'aspire à rien, mon esprit dort, conclut-il, une légère amertume dans la voix. Cette espèce de métaphysique est celle d'un auteur qui a lui-même combattu le mal par le mal, qui a embarqué sur une frégate pour un voyage de 2 ans, et qui en revient avec une question fondamentale, à quoi bon? L'arrière-plan, qui parcourt aussi une partie de la littérature russe de cette époque, c'est celui de l'homme superflu, qui est non fondamentalement médiocre, mais qui est très souvent privilégié, cynique, qui s'ennuie et qui ne présente aucune empathie pour ce qui l'entoure. Ce que, par ailleurs, n'est pas tout à fait Oblomov, qui ne partage que quelques traits de cet archétype, archétype qui est le fruit d'un temps, dont par contre Oblomov, en tant que l'auteur bien entendu, font partie. Mais alors, finalement, qu'est Oblomov? Est-ce que c'est un sage? Est-ce que c'est un malade? Est-ce que c'est un paresseux? Est-ce que c'est un indolent? Alors, bien entendu, ce sera au lecteur de trancher, mais c'est mon rôle aussi, dans ces vidéos-là, d'avancer des éléments, et puis bien de vous faire passer un petit peu de temps d'oblomovisme, vous aussi. Philosophiquement, Oblomov, il est l'individu supérieurement lucide, qui renonce à tout ce qui trouble son repos. Il est un léthargique conscient qui se rit de ceux qui s'agitent sans raison. Son renoncement à l'amour, par exemple, c'est celui du refus du trouble et du malheur potentiel. Évidemment que tout élan du cœur recèle largement sa part de malheur possible. C'est la sagesse du médiocre, qui choisit de renoncer à la part de vie qui comporte un trouble, c'est-à-dire quasiment la totalité de la vie en dehors des fonctions primaires. C'est ce qu'on appelle le démonisme, c'est-à-dire le bonheur comme but de l'action. C'est un petit peu son seul objectif conscient. On rejoint aussi la grande histoire, celle de l'ascétie. L'ascétie, c'est un des 7 péchés capitaux, qui va évoluer petit à petit, on n'en est pas encore à cette époque-là, mais qui va évoluer petit à petit vers la prise en charge psychique des patients, atteints de ce qu'on considère maintenant une maladie. Parce que Oblomov est aussi un malade, ça transparaît, il est un anxieux, il est un maniaque, il est un dépressif aux rares moments de lucidité. Je vous cite un passage sur cette anxiété. À peine se trouvait-il dans la foule qu'il étouffait déjà. Quand il montait en barque, il n'était nullement certain d'atteindre la rive opposée. Quand il roulait en fiacre, il s'attendait à chaque instant à voir les chevaux s'emballer et la voiture verser. Et quant au moment de lucidité, j'ai noté « Quand on ne sait pas pourquoi, on vit n'importe comment. Au jour le jour, on se réjouit de voir la nuit tomber et de pouvoir noyer dans le sommeil la question insidieuse des raisons pour lesquelles on a vécu, 12 ou 24 heures durant. Et aussi une autre question. Pourquoi vivre le lendemain ?» Il alterne donc des phases que tous ceux qui ont connu, disons, quelques désordres psychiques reconnaîtront sans mal. Il est certain que beaucoup d'entre nous, à toutes les époques, avons un Oblomov que nous combattons ou non. Nous avons tous une propension plus ou moins importante à rêver la vie plutôt qu'à la vivre. Je crois d'ailleurs que ce sera la mesure de l'intérêt que vous trouverez à la lecture. À mon sens, ça en fait partie en tout cas.
Et de ce point de vue, c'est une intéressante étude de cas en plein 19e. Une fois tout cela dit, le personnage n'est pas entièrement négatif. C'est un personnage profondément droit et honnête. C'est un homme assez bon, par ailleurs, Oblomov. On a plus de compassion pour lui que de colère. Donc, l'Oblomovщина est-elle pour autant une maladie ou une vision du monde ? En effet, Oblomov, de par sa vie, est finalement le modèle le plus abouti du conservateur, pour qui agir est déjà tout transformé. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est Ilya Ilitch. Je sais pas s'il y a des gens, tous ceux qui ont lu de la littérature russe voient à peu près de quoi on parle. Le nom russe étant composé du prénom, du patronyme, du nom du père et du nom de famille. Ilya Ilitch étant Ilya, fils d'Ilya. Il y a quelque chose qui est de la répétition, du profond conservatisme. Oblomov, c'est aussi un roman de l'enfance, qui est une enfance idéale. Cette part d'enfance, en tant que, lecteur, j'ose pas dire assidu, mais en tout cas avec plaisir de Bernanos, cette part de l'enfance, c'est celle à laquelle on n'a jamais renoncé. Je cite Goncharov. « Bien qu'Ilya Ilitch eût appris en grandissant que n'existent ni les rivières de miel ni de lait, bien qu'il plaisantât avec force sourire sur les contes de sa gnagna, la nourrice en russe, son ironie n'était pas sincère. Elle s'accompagnait d'un regret caché. Les contes s'étaient finalement mêlés à la vie, et il s'attristerait souvent, à son insu certes, mais qu'importe, de ce que la vie ne fut pas un conte, et inversement. » Je bois un tout petit coup, veuillez m'excuser pour l'habituel intermède aqueux. Cette thématique de l'enfance, elle est extrêmement importante. Oblomov, c'est aussi une fuite des tâches et des responsabilités du monde adulte, monde qui est toujours un regard vers le futur, quand lui, en conservateur, regarde les choses dans l'état figé. Et puis d'ailleurs, l'enfance, sans être particulièrement conservatrice, elle lui a posé, une philosophie politique qui n'aurait pas de sens, mais l'enfance est bien souvent moins tournée vers l'avenir que l'âge adulte. Il est aussi un homme qui porte une vision profondément pessimiste et désabusée de l'homme. Je le cite à nouveau. Il cherche bien quelque chose, mais avec une passion maladive. Et si encore c'était la vérité, le bien, pour eux-mêmes et pour autrui, mais non. Quand un de leurs camarades remporte un succès, ils pâlissent de rage et d'envie. Et celui-ci ne pense qu'à gagner un procès, c'est son but idéal, et il fait pour cela, durant des années entières, le pied de grue dans les antichambres. Et celui-là languit, parce qu'il est astreint à se rendre au bureau tous les jours. Et un troisième soupir après ce bonheur, ne rêve que d'aller au bureau tous les jours. Tu vois ? Ils n'ont rien à faire aussi. Aussi s'éparpillent-ils dans tous les sens. Sous cette universalité se cache un vide affreux. Une absence de sympathie totale à l'égard de n'importe qui, de n'importe quoi. Pour autant, maladie ou pas, l'oblomovisme est factuellement une spiritualité du renoncement. L'âme lisse, sans aspérité, ne laisse pas le malheur s'installer. Comme l'oiseau qui voudrait faire son nid et ne trouve pas la moindre place dans le mur. Aucun péché, aucune envie, aucun malheur. Au mieux, on aura des regrets, mais qui n'en a pas à part le fou. Oblomov, très clairement, souffre de l'angoisse de vivre et de l'angoisse du néant. Il est incapable de vivre l'horreur de l'être avec l'endurance d'un Stolz et s'impose donc, sagement, dira-t-on, les limites de son existence. Oblomov a simplement choisi une autre voie pour faire face à sa condition. On ne peut déterminer dans son cas réellement qui est le coupable. Pas plus que la nature de la victime. Est-ce l'individu qui est foncièrement taboulique ? Est-ce le climat russe qui frigorifie l'essence ? Est-ce que c'est l'ordre d'Ancien Régime qui fige tous les hommes et force fatalement les moins sages à s'agiter en vain pendant que les plus philosophes choisissent de ne pas quitter leur lit ? Chacun trouvera son coupable, de même que chacun a cru pouvoir déterminer clairement la victime. Pour tout un pan de la critique socialiste, Goncharov a porté un message politique, dénonçant l'oblomovisme de toute cette noblesse russe d'Ancien Régime, fainéante, conservatrice, et qui vit sur le dos d'une population servile. Message politique complètement absent des intentions de Goncharov, en tout cas sous cette forme-là. Son message est au mieux un avertissement contre un fléau qui guette la Russie. D'ailleurs, pour souligner ça, dans son texte, comme d'ailleurs dans beaucoup de textes du temps, et notamment beaucoup de textes russes,
On en fera un certain nombre, je pense. Peuple ou aristocratie se donnent assez peu la peine de travailler. Finalement, le peuple, le citoyen et l'aristocrate sont égaux. Le serf même et l'aristocrate sont égaux partout, sauf dans la condition sociale. Ils sont, pour beaucoup d'auteurs, les deux faces d'une même médiocrité. Et de ce point de vue, je pense que c'est plutôt notre société qui ressemble à un Fordisme de masse de tout en haut à tout en bas, excepté sans doute pour une minorité de parasites, et qui génère toujours plus d'Oblomov. C'est fatal. Il est probable que, pour ceux qui ne souhaitent qu'une dose normale et acceptable, minimale, de deniers et de jeux, ou de pain et de jeux, l'état sain devrait être proche de l'oblomovisme. C'est notre société qui nous dit qu'il faut toujours avoir quelque chose à faire, à vendre ou à rendre public. Je pense qu'il y a une culpabilité de l'inaction aujourd'hui. Pour d'autres, critiques, Oblomov, à l'image du prince Mishkin, il est le pur par excellence, inactif et donc insensible à l'attrait du vice, et qui le détruit à la racine par son renoncement. Et enfin, pour d'autres encore, il est le symbole de la Russie éternelle, éloigné des préoccupations occidentales et dont l'univers spatial et temporel ne ressort pas d'un modèle comparable. Les bolcheviks seront moins tendres et y verront l'archétype de la Russie sans dynamisme et sans histoire, destiné à être tordu et reforgé par le nouvel Homo soviéticus. Mais bon, le bolchevisme sort de l'Occident après tout, donc il est naturel qu'il y ait, de ce point de vue-là, confrontation des perceptions de l'œuvre. Oblomov est donc entre la maladie et la sagesse, porteur d'une vision du monde, un idéal humain éloigné des préoccupations politiques qu'on lui accolera, une vision du monde face à l'angoisse de l'être, l'indifférence et le désir de survivre en renonçant au trop haut, sans regret et en montant petit à petit en degré dans la conscience de sa tranquillité au fil de l'œuvre, laissant avec méfiance au reste du monde le soin de s'agiter, de vivre et de souffrir. Je cite encore l'œuvre. Dès les premiers instants où j'ai pris conscience de moi-même, je m'éteignais. Je m'éteignais quand je rédigeais mes rapports au bureau. Je m'éteignais quand je trouvais dans les livres des vérités dont je ne savais que faire. Je m'éteignais parmi mes camarades quand j'écoutais leurs ragots, leurs bavardages méchants et plats. Je m'éteignais en voyant l'amitié faussement entretenue par des réunions sans cordialité. Seulement voilà, je n'ai pas compris la vie. Il est aussi celui qui a le courage de vivre une médiocrité apaisante et de laisser s'évanouir les soucis. Ce qui ne veut pas dire que ne reviennent pas de temps en temps des questions lancinantes, comme pour tout individu. Et je crois, moi, que tout homme qui travaille, qui a une vie de famille, qui assure un quotidien de responsabilité, peu importe, de choix, humain et matériel, il a autant en lui les deux étendards de Dieu et du diable qu'un Stolz et un Oblomov. Alors, plus prosaïquement, il n'est peut-être, et ça c'est chacun saisira l'œuvre comme il le souhaite, mais plus prosaïquement, il n'est peut-être que le rêveur, à qui un statut privilégié a offert une rente, et la fin de ce qui pousse beaucoup de gens à se mouvoir, c'est-à-dire la recherche du pain quotidien. Il est un peu notre RSAiste philosophe, quoi, ce modèle contemporain. Voilà, chacun y trouvera dans l'œuvre ce qu'il veut y trouver. Il en ressort tout de même que Oblomov est sans doute une partie de nous, toujours, cette partie qui se pose parfois des bonnes questions et qui évite les mauvaises actions. Mais étant pour ainsi dire immobile, il laisse agir et influer ceux qui s'agitent en vain. Ce que nous ne sommes pas tous capables de faire. Ça sous-entend remettre le sort, non pas forcément de sa vie, mais en tout cas de la société qui nous entoure, entre les mains d'autres hommes. Ça correspond largement aussi à une époque, ou à des époques. L'homme superflu, c'est le produit d'un temps. Lorsque la société, et c'est le cas de la Russie de ce temps, lorsque la société discrédite une large partie de l'action, notamment professionnelle. Action qui semble se dissoudre dans un manque de sens, et ne favorise que des gens qui s'épanouissent dans une activité corruptrice, qui elle-même dissout la société, typiquement la recherche de l'avantage matériel. Et de ce point de vue, je pense que la réflexion reste pertinente à notre époque, et dans toutes celles où l'on perd quelque peu le sens de l'existence et où l'activité se décorrèle un petit peu du bien commun. Pourquoi agir ? Ce que Thomas Mann appelait l'impersonnalité ambiante et l'époque elle-même, qui lorsqu'elles sont dépourvues d'espoir et de perspective,
eh bien elle paralyse les êtres, non seulement psychiquement, mais aussi physiquement. Oblomov est un petit peu le modèle absolu de ça. En l'occurrence, pour Thomas Mann, c'est dans La Montagne Magique, on en reparlera l'année prochaine de cette œuvre. Salut Ricky. Eh bien de rien, ça me fait plaisir. Donc l'opposition à Stolz, ce deuxième personnage, au-delà de l'opposition de deux nations et de leurs caractéristiques, opposition réelle, qui est empreinte à ce temps-là de la réalité du dynamisme de la partie allemande de la Russie, ce qui ne va pas d'ailleurs sans une vraie germanophobie populaire à l'époque dans la Russie tsariste. Elle est celle de deux univers, mais elle est aussi celle de deux époques. Je cite à nouveau, et pour la dernière fois, Goncharov. En général, les Oblomov restaient assez sourds à ces axiomes de l'économie politique, en vertu desquels est prônée la circulation rapide et vivante des capitaux, le renforcement de la production et l'échange des produits. Dans la simplicité de leur âme, ils n'admettaient qu'une seule utilisation des capitaux, celle qui consiste à les garder dans leur coffre. Ce qui marche, en l'occurrence pour l'argent, marche fatalement pour tout le reste des conceptions de la vie. Le triomphe final, si on peut appeler ça un triomphe final de Stolz, de l'esprit moderne et positiviste occidental, ne peut aller sans l'abandon de cette société devenue archaïque et qui voit le bonheur comme autre chose que le simple fait de posséder toujours plus, ou d'agir même. Goncharov, quelque part, acte le décès de la Russie d'avant, mais sans mesurer, ou peut-être d'ailleurs en le mesurant, je suis pas à sa place, qu'il en restera toujours quelque chose, et surtout sans savoir quelle porte sera ouverte après le décès de tous les Oblomov de la Russie. Un Stolz, c'est juste l'agent qui permet à l'oblomovisme russe de perdurer quelque part en un recoin. Peut-être faut-il y voir une analogie avec le régime russe de son temps, cette espèce de cadavre que l'on force encore à marcher, ce despotisme qui n'a plus envie de se forcer, mais là, je suis pas dans la tête de l'auteur et à moins de faire du spiritisme, on ne risque pas de lui demander. Voilà pour l'intérêt de cette lecture. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis pas certain que comment dirais-je que l'idée soit forcément pertinente. Ce que j'en ai pensé, on s'en manque un peu, mais il est certain qu'Oblomov est un curieux livre. Le héros est un profond inactif et le discours du narrateur balance toujours entre humour et philosophie. Le livre peut être pris comme un léger conte moral, mais aussi comme une profonde réflexion sur notre nature et sur la sagesse de la mesure. Il y a aussi quelque chose de profondément russe de son environnement mental dans ce pays. Donc c'est un curieux livre, c'est un curieux pays, dans une curieuse époque. Oblomov est de toute façon devenu un mythe littéraire russe, et à ce titre, je pense que c'est intéressant de le connaître, d'autant plus que le livre peut être lu par tout le monde, il ne demande pas de connaissances particulières du temps et du lieu, il n'y a pas de référence historique qui soit incompréhensible. Tout juste faut-il s'habituer au patronyme, mais bon, il n'y en a pas non plus des tonnes. Il est certain que pour un certain nombre de lecteurs peu accoutumés à la Russie, parfois on peut se perdre un petit peu dans les personnages et dans la répétition des noms, chose à laquelle on est un petit peu moins coutumier du fait en Europe occidentale. Il y a aussi, dans un livre de 570 pages, quelques longueurs qui sont contrebalancées par quelques situations absurdes et assez drôles. Sans doute que les plus stolziens, si on peut dire, d'entre vous auront peut-être envie de rentrer dans le livre pour secouer Oblomov, et vous pouvez en ressortir tout à fait vide, ou un peu plus plein, et en être parfaitement content. Voilà, on pourrait résumer ça au malheur d'un personnage et de sa lucidité sur ses propres défauts, et que, bien finalement, la sagesse est dans l'acceptation de ses défauts. Comme d'habitude, finissons avec une phrase et une note. Bien entendu, la note sera forcément de « je le lirai demain sur 10 ». Ça paraît logique. Et quant à la phrase, je vous cite « Il s'allongeait tranquille, dans le cercueil spacieux du reste de ses jours, cercueil fabriqué de ses propres mains. » Voilà donc pour la présentation du livre Oblomov. Encore une fois, n'hésitez pas à vous le procurer, je vous assure, alors encore une fois, comme tous ces livres de poche parus maintenant, ils sont pas très chers, c'est un livre à part, voilà, sur le personnage en lui-même, cette inactivité profonde, cette espèce d'archétype qu'il est devenu, il y a forcément des choses
Alors bon, vous pouvez être un personnage, vous pouvez être un personnage au sens de ce que vous êtes, tout à fait différent, et il n'y aura pas d'écho pour vous. Mais je pense que pour un certain nombre de gens qui aujourd'hui se posent des questions, ça n'est pas que vous y trouverez des réponses, c'est que vous y trouverez sans doute un certain confort mental à vous dire que il y a 150 ans en Russie, il y avait déjà comme vous des gens qui trouvaient qu'effectivement il y avait une profonde inanité dans l'action. Voilà. Et vous pourrez justement justifier ça et justifier votre situation de RSAiste auprès de vos parents en citant du Oblomov. Voilà, donc ça aura toujours plus d'allure, j'imagine. Mais vraiment, ça peut résonner encore aujourd'hui. Ce sont des questions pertinentes et des situations et des pensées qui existent encore. Voilà. Donc voilà pour Oblomov. Nous nous retrouvons. Donc je vous remercie que vous regardez ça en direct ou en différé. Je m'excuse encore pour vendredi dernier et l'absence de diffusion de la 5e session de notre partie en ligne sur Crusader Kings. On essaiera de faire un petit point en début de session 6 pour vous resituer un petit peu tous les événements que vous avez manqués. Mercredi à 21h30, nous nous retrouvons pour une présentation, cette fois de livres historiques. On a fait les livres littéraires, alors ce sera une présentation un petit peu plus succincte. Nous ne sommes que 3. Comme la dernière fois, vous me direz, mais nous ne présentons cette fois que 5 livres parce que je pense que 10 livres d'histoire, ça faisait un peu trop lourd. Comment dirais-je, les romans et la littérature sont un petit peu propices à des débordements, l'histoire un petit peu moins, donc c'est beaucoup plus terre à terre. Donc je pense qu'on avait, c'est pas qu'on avait moins de choses à dire, mais ça aurait répété un petit peu les mêmes choses. Donc 5, donc ça devrait être 2 fois moins long sans doute, donc je pense qu'on devrait en avoir pour 1 heure à peu près. Vendredi, encore une fois, Crusader Kings 2. Cette fois, la session 6 est promis, je l'enregistrerai. Et puis, dimanche prochain, nous parlerons de Dostoïevski et de ses souvenirs de la Maison des Morts. Voilà. Donc, nous parlerons... c'est un cycle russe que nous entamons, puisqu'on fera Dostoïevski. Ensuite, Pierre, le mercredi suivant, mais là, je m'avance un petit peu, viendra nous parler de Solzhenitsyn. Et puis, moi, le dimanche suivant, je conclurai cette quadrilogie par Savinkov. Voilà, donc on aura une présentation de différents livres russes, sachant que dans le mois, on aura aussi une vidéo historique. Ça me permettra de faire un petit point sur, on va dire, le développement de mon travail et puis sa temporalité, faire un petit point après 3 mois pile poil de stream au moment de la prochaine vidéo historique. Voilà. Donc... Sur ce, je vous souhaite à tous un bon début de semaine. N'oubliez pas, on se retrouve mercredi à 21h30 pour parler livres d'histoire. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine et je vous dis à bientôt. Voilà.